Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour à allez-vous? tous, bonjour messieurs. Bonjour, Très bien, madame. merci. Alors on commence avec justement ce livre d'un auteur que vous connaissez bien et qui aborde cette question de la religion française par Jean-François Colossimo aux éditions du Cerf. Oui, alors dans cet ouvrage, le théologien retrace l'histoire de la laïcité, mais en particulier les relations que la France entretient avec cette laïcité. Alors la thèse de l'auteur, c'est de dire qu'en fait, c'est une forme de continuité. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on parle de laïcité, on pense tous à 1905 ou même à la Révolution française, comme si en fait cette notion de laïcité avait surgi dans notre histoire d'un seul coup. Eh bien, l'auteur nous dit que non, en fait, au contraire, elle est l'aboutissement d'un long processus qui a démarré au Moyen-Âge. En fait, c'est une histoire vieille de 1000 ans qu'il retrace ici dans cet ouvrage, et c'est là où c'est passionnant. Dès les XIIIe et XIVe siècles, les rois faisaient déjà en sorte que le spirituel ne marche pas sur leur plate-bande. Ce sont donc les prémices, en fait, d'une forme de séparation des pouvoirs politiques et religieux. Jean-François Colossimo déplore aujourd'hui, en fait, que ce mot de laïcité soit devenu une sorte de mot valise. Alors justement, si vous voulez remédier à cela, si vous voulez sortir des préjugés et des polémiques sur cette thématique, c'est vraiment un ouvrage que je vous conseille, La religion française de Jean-François Colossimo, et vous le disiez, c'est aux éditions du Cerf. 1000 ans de laïcité, Philippe Gaudin, et c'est pas fini, hein. Tout est encore à construire, non? Ah non, mais sans doute. Mais écoutez, laïcité, ça vient d'un mot grec, laos, qui veut dire le peuple. Donc la laïcité, c'est ce qui a le caractère d'être populaire. Et quant à la question des relations entre la politique et la religion, je suis sûr que déjà, chez les Gaulois, il en était question. Un film maintenant, Constance, c'est ce titre poétique « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part », qui nous fait penser à un roman qui date d'il y a quelques années d'Anna Gavalda. Oui, c'est ça, c'est inspiré du roman d'Anna Gavalda. Alors c'est un film qui m'a beaucoup émue, c'est sur la fraternité. C'est l'histoire d'une fratrie de 4 frères et sœurs. Jean-Pierre, interprété par Jean-Paul Rouve, est l'aîné de cette fratrie et il joue le rôle de chef de famille. On va regarder un extrait de la bande-annonce. Oui, maman, je t'appelle juste pour savoir ce qui t'arrange pour Noël. Oui, maman, tout me va, moi. Si tu fais le 23 décembre, ça veut dire que tu préfères Juliette. Mais maman, tu sais très bien qu'elle est chiante, Margot. Je suis enceinte. Tu m'as dit que tu cherchais un photographe, parce que tu sais, ma petite sœur est photographe. Ce que je veux, c'est que quand tu seras connu, je veux que tu dises que moi, j'étais là. Moi, j'étais là. Mais tu vois, c'est son côté paternaliste qui m'énerve. Qu'il arrête de se prendre pour l'homme de la famille. Alors Jean-Pierre est représentant en vain et il a ce sentiment de plus en plus fort de s'être trompé de vie, d'être passé à côté de ses passions. Et c'est là que ce film nous bouscule. Que fait-on de ses rêves? Pourquoi les a-t-on, à un moment donné, mis de côté? Jean-Paul Rouve, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans ce genre de rôle, eh bien, il joue ici un jeu très émouvant, très touchant. Il incarne un homme fragile. C'est vraiment un film magnifique sur les liens fraternels, avec cette question majeure: que connaît-on vraiment de la vie intérieure de ce qu'on aime, de ceux qui nous entourent, ou même de nos frères et sœurs dont on est censé être très proche. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. C'est un film d'Arnaud Viard et c'est actuellement dans vos salles. Ça vous parle, Guillaume Gaubert? Oui. Ça a l'air intéressant. Il y a plein de thématiques comme ça, la fraternité, l'intériorité. Bien sûr, et effectivement, entre frères et sœurs, ça n'est pas toujours simple. Et ce qui peut nous amener à nous poser des questions sur des choses qui nous paraîtraient trop évidentes sur les relations qu'on peut avoir, et peut-être aussi se dire: est-ce que finalement j'ai fait suffisamment attention à ce que pense l'autre? Je pense que c'est utile, oui. Et on parlait de laïcité, hein, la vie ensemble, il y a quelques passerelles également. Dans quelques instants, Constance, nous prendrons la direction de Valence, dans la Drôme, pour vivre la messe en direct comme chaque dimanche. Mais d'abord, vous avez choisi de nous faire découvrir un lieu insolite. C'est situé à quelques kilomètres de là, à Romans-sur-Isère. Quel est ce lieu, Constance? Alors vous allez le voir, direction donc Romans-sur-Isère, à la découverte de l'impressionnant calvaire des Récollets, fondé au XVIe siècle et qui se trouve au beau milieu du cimetière de Romans. En fait, il s'agit de l'aboutissement du chemin de croix qui commence dans la ville et qui se termine ici, dans ce calvaire, ce chemin de croix qui est appelé le Grand Voyage et qui, à l'époque, avait pour but de remplacer le pèlerinage de Jérusalem, trop lointain, trop onéreux et trop dangereux. Imaginez alors le Vendredi Saint, la ville se transformait en un véritable lieu de pèlerinage. Ce calvaire est entouré de chapelles qui sont des stations offertes par des familles riches de la région. Il y a au total 19 stations situées sur le site du calvaire et 21 qui sont disséminées dans le centre-ville historique. Chacun voulait avoir sa propre station. Ces démonstrations de piété s'inscrivent dans une volonté de reconquête catholique et elles ont perduré jusqu'au début du XXe siècle.
Et ben voilà, merci Constance pour cette, en effet, cette belle visite inattendue